Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré uniquement à l'actualité du biathlon. Vous en avez maintenant pris l'habitude, le début de semaine, c'est l'heure du débrief. On va revenir sur la première semaine de compétition à Orfilsen en Autriche. Pour évoquer tout ça, l'équipe est en place. Aurélie, Romain, Aymeric, comment allez-vous ? Salut Damien, bien et toi ? Salut, ça va bien et toi ? Écoute, impeccable. Au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur les résultats de la semaine écoulée. On fera un point sur la course au gros globe, sans oublier nos bleus qui nous ont fait vivre de sacrées émotions. On évoquera notre moment marquant du week-end avant de répondre aux questions des auditeurs et de faire un point sur le programme de cette semaine pour la caravane du biathlon. Beaucoup de choses à dire donc, tout le monde est prêt ? Ready ? Ouais. Alors c'est parti, jingle. On commence donc avec les résultats de la semaine écoulée et c'est Aymeric qui va nous expliquer tout ça. Oui, donc le week-end de compétition en Autriche à Orfilsen s'est ouvert par 2 sprints dames et hommes qui ont vu des biathlètes remporter leur première course individuelle en carrière, à savoir donc Zinara Alimbekova chez les dames et Johannes Dalle chez les hommes. C'est suivi donc un relais dames et une poursuite hommes samedi avec une victoire des Norvégiennes sur le relais et la première victoire française de l'hiver avec Quentin Fillon-Maillet qui s'est imposé sur la poursuite. Et enfin, pour clôturer ce week-end à Orfilsen, donc on a vu une victoire de la Suède sur le relais homme et Martelsboe qui s'offre sa première victoire de l'hiver en remportant la poursuite. Beaucoup de rouge et de jaune et bleu, vous l'aurez compris encore ce week-end, avec un petit peu de bleu-blanc-rouge, on va y revenir bien évidemment. Quelle victoire a retenu le plus votre attention, Aurélie, par exemple ? Moi, j'ai un peu du mal à en choisir une parce que je trouve que toutes les courses ont été assez particulières et singulières entre elles. Je sais pas trop. Le sprint féminin, c'était bien, une première victoire comme ça. Johannes Dalle, ça faisait plaisir aussi, c'était émouvant. Le récital de Quentin, c'était aussi une victoire qui était belle à voir. Je sais pas trop. Même le relais suédois homme qui gagne un relais, ça a pas dû arriver depuis un petit moment. Enfin, Aymeric nous le dira peut-être. Mais j'ai du mal à en choisir une en fait, j'avoue. Eh bien, ne fais pas de choix alors. Choisis la semaine. En général, par contre, je pense que tu as mangé pas mal d'arguments pour tes collègues. Tu pourras couper. Romain, est-ce qu'il y a une victoire qui t'a plus marqué cette semaine, la semaine passée ? Forcément, le récital des Français sur la poursuite homme, pour moi, m'a marqué, avec le doublé Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin. Sans oublier Fabien Claude et Antonin Guigona qui ont tous les 4 terminé dans le top 10 avec aussi cette belle bataille avec les Norvégiens, mais aussi une petite mention spéciale pour Johannes Dalle avec son émotion en fin de course qui a été vraiment très touchante, je trouvais. Aymeric ? Ouais. Et moi, si je devais en choisir qu'une seule, ça serait celle de Quentin. Tout simplement que c'est la première victoire française de l'hiver. En plus, avec Emilien qui termine juste derrière, puis des bons résultats d'ensemble des Français, pour moi, c'est ma victoire qui m'a le plus retenu de mon attention ce week-end. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir de toute façon, mais c'est vrai que cette course nous a bien marqué, nous chers Français chauvins, mais aussi dans sa forme. C'est vrai que on a vraiment assisté à un concours de tirs incroyable sur les 2 derniers tirs, notamment avec Emilien et Quentin. C'était vraiment, on sentait une sérénité se dégager. Ouais. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Ouais. D'accord. Oui, Romain. Non, c'est ce que je disais. On aurait pu mettre 30 cibles d'affilée pour Quentin ou même Emilien. Ils les auraient blanchis, j'ai l'impression. Il était tellement solide. Même, je trouvais Quentin était tellement solide. On le voyait immobile, l'œil noir. J'ai vraiment trouvé la performance des Français très, très solide. Et ça faisait vraiment plaisir à voir, surtout après un début de saison mitigé, j'ai envie de dire, quand même, pour le clan tricolore. Moi, je suis un peu d'accord. Quentin n'a pas juste gagné, il a gagné avec la manière. En plus, il a fait vraiment une superbe course. C'était une vraie belle course.
Il était impérial. Ok, bah merci pour ces impressions. On va passer à la course au gros globe. Et avant de débattre, Émeric va nous donner le classement dames et hommes du général. Enfin, pas tout le classement, bien évidemment, vous l'aurez compris. Bien évidemment, oui, on va pas sortir tout le classement, donc on va se faire que les 3 premiers. Il est à retrouver sur notre site, biathlonlive.com, bien évidemment. Tous les classements des spécialités sont retrouvés sur notre site, effectivement. Ouais. Donc, chez les hommes, en tête du classement, on a eu... sur les 3 premières places, on a eu un petit changement. Alors, Et quel changement, ouais. Alors, premier, avec 296 points, on retrouve encore Johannes Beu, qui garde le dossard jaune. Derrière lui, on retrouve encore Sebastian Samuelsson avec 246 points. Et le changement de ce podium, puisque Jakob Fak chute de sa place et tombe à la 9e place, et est remplacé par notre Français Quentin Fillon-Maillet avec 237 points. Chez les dames, changement aussi de porteuse de dossard jaune, puisque Anna Heuberg chute de son trône et laisse sa place de leader à Martelsbou avec 271 points, devant Alim Bekava qui elle aussi confirme son début de saison avec 265 points, et Anna Heuberg donc qui chute de la première à la 3e place avec 259 points. Un podium très serré chez les dames. Ok, merci Émeric. Donc, honneur aux dames. On va parler d'elles en premier, sachant qu'en plus, il y a eu un changement de leader. Aurélie, justement, sur le classement féminin, sur la tendance de cette semaine écoulée, qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, ça me fait plaisir de voir Marthe Olsbu prendre le maillot jaune. C'est la première fois, il me semble. Et j'étais même étonnée que ce soit la première fois... parce que j'ai l'impression qu'elle est assez dominante sur le circuit depuis pas mal d'années. Je trouve que c'est bien, je trouve qu'elle le mérite. Anna Heuberg, je l'ai trouvée inconstante ce week-end. Je l'ai trouvée complètement invisible au relais, par exemple, mais très présente aujourd'hui. Donc qu'elle perde quelques places, c'est peut-être pas étonnant. Tyrrell, elle est pas dans le classement des 3 premiers, mais ça m'embête un peu. J'aurais aimé qu'elle en soit. et puis Tinara, c'est comme ça qu'on dit. Fait quand même un début de saison incroyable. C'est la surprise de ce début de saison chez les dames, c'est vrai. C'est sûr. Romain ? On retrouve un peu les noms qu'on avait dit, les 2 noms qu'on avait souvent cités pour nos pronostics, que sont Marthe Olsbu et Anna Heuberg, mais entre les deux, on retrouve donc la sensation biélorusse, Tinara Alimbekova, qui va peut-être s'inviter tout au long de la saison pour cette lutte au gros globe, et surtout on voit que sur les skis elle est présente, derrière la carabine c'est béton. Et elle est en difficulté quand même au ski. Ouais, mais ça reste quand même honnête, je trouve, c'est quand même pas non plus... 38e temps à 1 minute, ouais. Mais après le tir est là, elle a fait un 30 sur 30 ce week-end en course individuelle, et si elle continue sur cette lancée, je pense qu'elle sera une prétendante qu'on n'attendait pas, et qu'elle sera tout au long de l'hiver pour Marthe Olsbu et Anna Heuberg qu'on attendait. Après, et Dorothea, elle est combien par contre ? Alors voilà, je voulais en revenir dessus. Dorothea Virer, elle revient donc notamment grâce à des bonnes stats au tir, mais sur les skis, on sent que c'est toujours un peu compliqué. C'était un peu mieux quand même, j'ai trouvé. C'était un peu mieux, notamment sur le relais où elle a le 3e temps de son relais à 5 secondes de Justine, mais sinon de manière générale, c'est vrai elle revient, mais elle est encore un peu en retrait. Elle a quand même réussi à gagner 4 places entre la fin du week-end dernier et la fin de ce week-end. Donc elle est montée 5e au général à 185 points. Donc un bon week-end pour Doro, elle revient. Petit à petit. Et est-ce que le ski, justement, c'est pas un peu le facteur X de cette arrivée à Orfilsen ? On en a beaucoup parlé sur les 2 premières semaines à Kontio, avec des Scandinaves très très rapides. Alors pour les Norvégiens, est-ce qu'il y a une grande différence ? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que les Suédois sont pas allés un petit peu moins vite, du moins les Suédoises, qu'en Finlande ? Alors, moi, j'ai des statistiques sur les je m'en doute vitesses bien, à ski. Ah bah, c'est étonnant. J'ai des statistiques sur les vitesses à ski donc, de tous les biathlètes depuis le début de l'hiver. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai regardé donc, notamment Anna Heuberg et Elvira Heuberg. Elles n'ont pas forcément skié moins vite que les week-ends derniers, mais c'est surtout leurs adversaires qui ont skié plus vite.
D'accord. Donc c'est pas vraiment une méforme en fait par exemple, pour prendre que ces deux-là, hein. Elvira et Anna, mais c'est surtout que les autres en fait sont enfin revenus dans le match, en tout cas au niveau des skis quoi. J'ai trouvé que les Norvégiens et les Français avaient quand même de très bonnes glisses, aussi bien hier qu'aujourd'hui, ça avait l'air de glisser facilement. Ouais. Oui, on retrouve sur la poursuite dames, on retrouve 3 Françaises dans le top 5 sur la poursuite. Donc ce qui est assez pas mal. Et même voilà, les 4 dans les 10 et 5 dans les 17. Donc ça, ce qui est vraiment très fort pour les Françaises, mais aussi pour les Français qui ont fait match, on se rappelle, sur le sprint, où il y a eu une grosse bataille entre les Norvégiens et les Français, qui a donné finalement l'avantage des Norvégiens avec Jonas Dahle, mais on sent que le changement de site a quand même été a fait du bien pour les quelques nations alpines, voilà, comme les Français, les Italiens, les Allemands pas trop, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas ce que vous en Denise pensez. Herrmann un petit peu en dedans. Hein. Bah ouais, ce début de saison, et à part le premier week-end où elle a été pas mal, on la sent un peu Ouais. moins bien que les saisons passées, quand elle est pas dans les meilleurs temps de ski comme elle avait pour habitude d'être les saisons précédentes, quoi. Donc je sais pas l'explication, mais c'est vrai que c'est le cas de Denise Herrmann est assez je vais pas dire inquiétant, mais on peut se poser des questions. C'est clair. Sur le sprint, hein, pour étayer tes propos, Denise a le 13e temps de ski. Et sur la poursuite, elle a seulement le 9e temps de ski. C'est pas des standards auxquels nous a habitués. Hein. Oui. En tout cas, le suspense reste total hein, chez ces dames. Hein, ça promet vraiment une saison passionnante. On va maintenant parler de ces messieurs. Bon, pas de changement de dossard jaune. Hein, il est bien ancré sur les épaules de Johannes Bö. Hein, tu l'as rappelé, Émeric, tout à l'heure. Mais on sent que ce leader est quand même un petit peu fébrile hein, par rapport aux autres saisons. Il est pas au meilleur de sa forme. Il a quand même bien terminé le week-end, je trouve, au niveau des skis, mais on le sent assez fébrile. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude ces dernières saisons, tellement il était dominateur et qu'il remportait certaines courses aisément. Mais sur le sprint, il a fini vraiment dans le dur. Il a d'ailleurs le 19e temps de ski sur le dernier tour, donc pour dire que c'est pas du grand Johannes Bö sur les skis. Bon, ça reste quand même l'un des meilleurs fondeurs. Mais hier, ça allait quand même. Sur la poursuite, oui. j'ai trouvé assez... oui, d'ailleurs, je crois qu'il a le meilleur temps de ski, d'ailleurs, je crois, sur la poursuite. Ouais, et il a le meilleur temps de ski sur le relais, aussi. Tout de son relais. Donc, mais après, c'est le tir qui a plus pêché, du coup, sur la poursuite. Ouais. Mais oui, on sent qu'il est fébrile sur le ski, donc mentalement, c'est... Forcément, ça le déstabilise un peu et ça le déstabilise en même temps aussi sur son tir où il avait aussi quelques soucis avant le début de saison sur le coucher. Après, Johannes est quand même toujours dans le coup. Hein, il finit 4e sur le sprint, 4e sur la poursuite. Et il a gagné des points au final au général sur Sebastian Samuelsson. Il en compte 50 points, je crois, d'avance. Ouais, c'est ça, donc tout il a quasiment une victoire. C'est quand même pas mal pour un biathlète qui est pas forcément au top. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le Johannes Bö dominateur de ces dernières saisons et ça permet d'entrouvrir des portes pour les autres biathlètes et c'est pour le spectacle, c'est vraiment intéressant. Ouais, et Anne-Sophie Bernardi sur l'équipe a tenu à citer une bonne stat que j'ai trouvé intéressante. C'est la première fois depuis 2 saisons que Johannes ne finit pas sur le podium sur 2 courses individuelles d'affilée. C'était arrivé à... C'est mars 2019, je crois. Voilà, saison 2018-2019, il y a 2 ans. Il y a 2 saisons, à Soldier Hollow. Bon, bien évidemment, on fait la fine bouche, hein, comme le disait Romain tout à l'heure, attention, hein, malgré tout ce qu'on vient de dire, il est en tête, solidement installé, donc s'il retrouve, on va dire, ce niveau exceptionnel qu'il a eu les 2-3 dernières saisons, voilà, et puis on n'est pas forcément non plus, sauf peut-être Aurélie, mais on n'est pas non plus impatient parce que voilà, ça peut créer un peu de suspense. Hein. C'est bien de voir on en est à 6 biathlètes, 6 courses, 6 biathlètes différents qui s'impose. On n'avait plus vu ça depuis on va bientôt toucher le record. Hein. Ouais, le record, c'est 10 la saison 97-98. Je sais pas si on va y arriver, mais ça serait beau. C'est sûr que oui, ce serait beau et c'est toujours bien de voir plusieurs biathlètes en avant et pas avoir une grosse domination d'un athlète. Alors, je dis ça, mais on était quand même
la plupart contents de voir Martin Fourcade C'est clair. dominer pendant 7 longues années. Mais c'est bien, je trouve, au moins ça casse un peu la dynamique du biathlète supérieur aux autres qu'on a eu pendant 10-15 ans, même qu'on a eu aussi avec Björn Dahlön. Enfin, là au moins, alors, Johannes Bö domine toujours, il est quand même le numéro 1 mondial, mais maintenant Il y a plus de suspense. Voilà, il est au niveau des autres aussi, on sent que voilà, tout n'est pas joué avant de démarrer une course. Oui, puis quand il ne gagne pas, pardon, il ne craque pas non plus. Faut pas oublier ça. Alors là, il n'est pas monté sur le podium, certes, mais c'est la place juste en dessous. Ah oui, c'est quand même un biathlète expérimenté, hein. Il a 27 ans, il a beaucoup de bagages et voilà, il connaît la formule pour remporter un général désormais. Et je pense que je m'inquiète pas forcément pour Johannes Bö. C'est un manque de préparation et je pense qu'il montera petit à petit en forme durant la saison. La victoire de Johannes Dahlö, on l'a vu le féliciter. Pardon. Non, vas-y Aurélie, vas-y. Je disais moi, ce que j'ai lu en interview, c'est qu'il semble que lui, il est conscient du problème. Enfin, il a identifié d'où ça venait et ce qu'il doit travailler dans les semaines à venir pour rattraper son manque de forme, son manque de forme suivant son propre étalonnage à lui, on va dire. Ouais. Et il a dit c'était quoi? Il a dit qu'à cause de Corona et de beaucoup de salles de sport, de la pandémie et du lockdown en Norvège, beaucoup de salles de sport étaient fermées, donc il s'est bien entraîné, mais il a fait beaucoup moins de renforcement musculaire, et donc il pousse beaucoup moins fort sur les bâtons. Et il lui manque de la force dans les bras, et il lui manque de la force dans corps, c'est les abdos. Il lui manque de la force pour se tenir aussi correctement. Et c'est ce qu'il a identifié avec les coachs, qu'il pousse pas assez fort. Et donc du coup, pas assez fort par rapport à son niveau normal, on va dire. Et donc il a dit que voilà, il allait passer les semaines à venir à il n'a pas parlé par rapport à son enfant. Non, pas trop. Pour le coup, il a pas mentionné ça comme un facteur perturbant ou de mauvais entraînement. Ça a sûrement dû jouer aussi. Il y aura des plus petites nuits. Mais il remarque qu'il n'arrive pas à pousser. Il n'a pas parlé des jambes non plus, parce qu'il en parlait beaucoup le premier week-end. Je crois qu'il sentait les jambes lourdes. Mais là, dans ce que j'ai lu dernièrement, il disait que vraiment c'était qu'il poussait pas assez fort sur les bâtons par rapport à d'habitude et par rapport aux autres athlète sur la piste. Ok, intéressant. Donc un Johannes Bö peut-être un peu fébrile. Est-ce que certains peuvent en profiter? Samuelsson le premier, qu'est-ce que vous avez pensé de sa semaine autrichienne? Comme certains diraient, je l'ai trouvé mi-figue mi-raisin ce week-end. Sur les courses individuelles, je l'ai trouvé un peu en retrait. Sur les tirs, il a été là. Il fait un 10 sur 20 sur le sprint, un 18 sur 20 sur la poursuite, mais sur les skis, on sentait qu'il n'a pas répondu présent comme ça a été le cas sur les 2 premiers week-ends. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais moi pas la même harne il poussait pas, je sentais pas pousser aussi fort. Ouais. Je sais pas si c'est la même harne, mais senti un peu moins fort, un peu moins moins fort sur les skis. En puissance, ouais. Est-ce que ça après il a été régulier par contre. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est pas forcément qu'il est allé moins vite, mais c'est que les autres sont allés plus vite. Oui, je pense que ça a un équilibrage. On peut voir avec Ponsuliuma ou Nélin, ou j'ai pas analysé les temps de ski de ses compatriotes, mais... Là, par rapport à Johannes, par exemple, sur la poursuite, il perd 40 secondes, tu vois. D'accord. Oui, quand même. Donc, et sur le sprint, il finit 14e temps, je me souviens plus de l'écart exact en secondes, mais 14e temps donc sur le sprint, et 19e temps à 39 secondes, enfin 40 secondes sur la poursuite. Après, pour la poursuite, il a chuté aussi. Il faut se rappeler, il a perdu quelques secondes. Ouais, il a perdu 4-5 secondes, mais bon, ça, sur 40 secondes, c'est pas non plus. Mais après, ce qui est, je trouve, positif pour Samuelsson, c'est qu'il devient vraiment un biathlète complet, par contre. Ouais. Peut-être qu'il a pas des gros temps de ski ce week-end, mais il a quand même des bons résultats. Et il a réalisé des courses solides derrière la carabine, et ce qui fait qu'il a rapporté des gros points, et il s'est joué de Johannes Bö sur le relais, et il l'a fait craquer. Alors, il a aussi craqué un peu, mais au final, c'est lui qui sort gagnant. Ah ouais, ce match. C'est un sacré duel. Un coup du sort, parce qu'avec le problème qu'il a eu avec ses balles, Johannes... c'est vrai qu'au début, on voit Samuelsson galérer, on se dit, Johannes va le lâcher, il va partir en premier, et au final le Johannes Bö galère aussi, et c'est Samuelsson qui file vers la victoire. Et ouais, c'était assez épique comme franchement,
Samuelsson m'impressionne de jour en jour. Au début, j'en avais fait un biathlète à surveiller, mais sans trop faire de fixette, parce que ça fait quand même 2-3 ans on l'attend et il avait du mal à confirmer, mais on voit vraiment que cette année-là, il confirme. Ouais. Et tout à l'heure, Aurélie, tu te demandais depuis quand un relais suédois chez les hommes n'avait pas remporté de course. En fait, ça remonte pas si loin que ça. C'était 2 ans, non 2018-2019, ouais, c'est ça, il y a 2 ans, c'était Alors, le Filzen. relais d'Orfilzen. Ok. Et on avait déjà 3 Ouais, des ça 4 va. protagonistes du jour, à savoir Pepe Femling, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson, et un tout jeune retraité, Thorstein Stenersen. Autant pour moi, alors. Il me semblait que les Suédois n'avaient pas gagné de relais depuis plus longtemps que ça. Mm. En tout cas, c'est pas la nation première avant ce début de saison. Et d'ailleurs, ils sont champions olympiques, dans le relais Ouais. suédois, donc Ouais, c'est à Pyeongchang. Donc, ils gagnent pas beaucoup, mais ils gagnent Quand souvent c'est des important. gros relais, quoi. Non, mais ils sont pas, les Suédois, ils ont pas fait, il y a aucun des biathlètes qui a fait un super tour. Par contre, ils ont fait 4 tours corrects, ce qui fait que il y a pas eu de super relais dans ce relais suédois, on va dire. Il y a pas eu un tour flamboyant qui a Non, c'est vrai. écrasé la concurrence, mais ils ont ils fait étaient 4 toujours bien relais placés, stables, ouais. on va dire. Mm. Ouais, voilà, Ils ont mis du fait temps 4 relais corrects. Les équipes ont mis du temps à se détacher. Encore à la moitié du relais, il y avait encore pas mal d'équipes regroupées ensemble, dont je crois la Finlande, qui Ouais. était là. C'était assez surprenante, je trouvais. Et et au final, quand même une belle victoire. Et un Samuelsson qui, on verra s'il arrive à tenir la cadence encore le week-end prochain pour le dernier week-end de l'hiver, de l'année, pardon. Ouais, la Suède elle est montée Notre- elle est montée crescendo sur ce relais. Ils sont passés de la 6e place à la première. Et Je crois qu'ils Ouais. c'est surtout les autres qui sont tombés du relais, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'ils- sur les 4 grosses nations, donc si on prend la France, la Norvège, la Suède et l'Allemagne, il y a l'Allemagne qui tire avec le moins de pioches, 7 pioches. La Suède en utilise 8. La Norvège 12, avec un tour de pénalité. Et la France 15 pioches, sans compter les tours de pénalité. Tu parles de la France, significatif. Aymeric, l'occasion d'évoquer, alors très brièvement, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur notre sujet bleu, sur lui, sur Quentin Fillon-Maillet, donc qui s'est emparé de la 3e place du général, et qui donc est allé chercher sa première victoire sur la poursuite de samedi. Des choses à dire sur Quentin, brièvement, avant de l'évoquer plus longuement sur le sujet suivant? Marine reprend espoir pour son pronostic. Oui. Donc, Moi, je trouve ça chouette de voir Quentin à la 3e place. C'est au moins une place qu'il mérite, vu son niveau. Mm. Je dis pas qu'il mérite que la 3e place, je plafonne pas à ça, mais au moins d'être sur le podium du général. Et j'espère qu'il montera encore plus haut. Le travail commence à payer. Ouais. Ok, bon, on s'attarde pas, on va y revenir très très vite. Avant de changer de sujet justement et de parler des Français, un petit point sur le classement du dossard du meilleur jeune, du dossard bleu, qui d'ailleurs n'est pas trop bleu, je sais pas ce que vous en pensez, mais bleu-noir. Il noircit de plus en plus, c'est un peu bizarre. Il est blouard. Ouais, c'est ça. On dirait qu'un peu que le porteur porte le deuil de quelque chose, on ne sait pas trop. Ouais. D'ailleurs, il était vraiment moche ce dossard rouge et blouard de Samuelsson. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, mais bon, ce classement existe et Aymeric va nous en parler. Ouais, donc pas de changement pour le porteur des dossards bleus. Donc Dinara Limbekava garde son dossard bleu avec 265 points, devant Elvira Huberg qui perd un peu du terrain avec 208 points. Et 3e place, donc Tendrevol chute de son podium et est remplacé par Marketa Davidova avec 153 points. Chez les hommes, donc Samuelsson qui garde toujours son dossard bleu de meilleur jeune avec 246 points. Et derrière lui, donc ces 2 poursuivants ont interverti de place puisque Johannes Dahle passe devant Sturla avec 222 points, juste devant son compatriote qui est lui à 215 points. Ça promet une belle bagarre pour ce dossard bleu, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, on sent que ce dossard est loin d'être acquis. Ouais, chez les hommes, on s'attendait peut-être pas forcément à un match aussi serré. On voyait plus Johannes Dahle remporter haut la main ce dossard, mais
Alors, là, il remonte, hein. Et puis ce top 3 bleu est dans le top 5 du général. Hein. Les jeunes sont bien présents. Hein. C'est ça, ouais, exactement. Donc des belles batailles et des belles batailles qui se mêlent aussi au classement général. Donc beaucoup d'enjeux en haut du tableau. C'est chouette ce dossard bleu. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je trouve que c'est sympa de rajouter ce dossard. Il est moche, mais il est intéressant. Ouais. Et comme tu disais, Romain, ouais, le suspense, il est pas du coup de là où on l'attendait. On l'attendait chez les dames, et il est plus chez les hommes. Enfin, en tout cas, sur ce début de saison, quoi. Enfin... Ouais, chez les dames aussi, parce que Tinara, je sais pas si, enfin, on ouais, la connaît pas très bien. On sait pas si elle tiendra une saison. On sait pas. Enfin, moi, je la connais pas très bien en tout cas. Donc, j'ai du mal à juger. De ses capacités à long terme avec un dossard comme ça à long terme. Donc ça reste, moi je trouve que ça reste quand même très intéressant. Moi j'aurais plus vu Tendrevol à cette place là, mais bon, à voir. Ouais. Et bien évidemment, hein, on suivra ce classement tout au long de la saison. Allez, on va passer à nos bleus. Hein, c'est pour cette nouvelle actualité. Je disais dans l'introduction, hein, les bleus nous ont fait vivre pas mal d'émotions cette semaine, des bonnes et des moins bonnes. On va d'abord revenir, alors on en a déjà parlé, hein, mais on va d'abord revenir sur la victoire, prime à la gagne, de Quentin Fillon-Maillet, hein, sur la poursuite de samedi. Alors, on a déjà dit plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter de spécifique ? On a l'impression d'être revenu un an en arrière. En fait, c'est vrai. Avec un match France-Norvège, les Français et Norvégiens qui en vampirisent les premières places. D'ailleurs, ils sont 7 ils sont dans les 7 et ils étaient tous donc dans la cérémonie des fleurs et non, ça faisait plaisir. Hein. En plus. C'était vraiment, c'était vraiment les 7, 6, 7, 8 premiers. C'était vraiment France-Norvège, quasiment un alternage parfait toute la course. C'est vrai que c'était impressionnant. Un beau match. On a bien entendu, hein, malheureusement faute de public, hein, le cri de Quentin quand il a passé la ligne. Hein, on a vraiment senti un soulagement. Hein, c'est jamais évident quand on annonce des choses et qu'on n'est pas encore au point. On a vraiment senti. Il a gagné en patron. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, vraiment, c'était une belle victoire et puis beaucoup de Français présents et un deuxième Français avec lui sur le podium, hein, pour que le bonheur soit parfait. C'est Emilien Jacquelin, hein, donc qui va chercher son premier podium de la saison. Et qui, on l'a senti, hein, malgré qu'il soit compatriote, hein, dans la même équipe, hein, voulait aller chercher Quentin, hein, mais il n'a pas réussi. Hein. Quand c'est pas des relais, ça reste des courses individuelles et chacun pour sa peau, hein, même si voilà, c'est des coéquipiers et des victoires en Coupe du Monde, c'est difficile à aller en chercher pour beaucoup, donc ils vont pas s'en priver de battre un de leurs coéquipiers. Ouais. Mais ça enlève pas la bonne entente qu'il y a au sein de l'équipe de France. Hein. Juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai écouté une interview d'après-course d'Emilien juste après les SAMC National Tour de Harson. Et il disait, sur la fin de saison, si il y a besoin d'aller aider Quentin à aller chercher son globe de cristal, il sera le premier à l'aider et à tout faire pour qu'il y arrive. Hein. Donc, ouais. Je crois qu'il fonctionne comme ça. Il fonctionne par équipe, c'est-à-dire que s'il n'y a plus rien à gagner à titre personnel, alors on va aider les copains pour l'équipe. C'est chouette. C'est ce qu'on a vu l'an dernier, hein, avec Martin. Dans la dernière course, notamment. Dans la dernière course, on voit Quentin et Emilien qui font barrage à Johannes pour le laisser derrière. Bon, même si au final ça servait à rien car la 4e place de Johannes suffisait, mais c'est sûr que le début de saison, les biathlètes jouent leur carte individuelle car le classement général est encore loin d'être fait. On ne sait pas comment va se dérouler la saison, donc on peut pas laisser le biathlète, un de ses coéquipiers passer devant parce que c'est le leader et peut-être qu'il joue le général. Mais c'est sûr qu'en fin de saison, si Quentin est dans la course au globe et qu'Emilien pourrait l'aider, oui, il y a toujours plus moyen de le faire à ce moment-là. Oui, et puis Quentin a été impressionnant aussi sur cette poursuite, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, du déroulement, il n'a jamais laissé rentrer Emilien, même sur le 4e tour, hein, où l'écart était faible, on aurait pu penser qu'il allait le laisser rentrer pour se reposer un peu. Non, il avait vraiment sa tactique en course et il est allé à fond du début à la fin, quoi. C'était impressionnant. Surtout moi, s'il m'a pris... Vas-y. Oui, pardon. Je disais que ça m'aurait paru dangereux de laisser rentrer Emilien pour se reposer.
parce qu'Emilien, il peut être redoutable en fin de course aussi. Donc je pense que c'était la bonne technique de mettre de la distance, le plus de distance possible entre lui et Emilien. Est-ce que vous avez déjà vu Quentin tirer aussi vite sur un dernier tir? Je vous pose la question. Oui, peut-être. Alors, j'ai peut-être pas souvenir, mais Vite et propre. C'était vraiment des tirs très propres. Ah, c'était dans le milieu, c'était dans le coucher, quoi. Il était maître de son tir, ça se sentait. Hein. Bon, Emilien, donc, qui est un des bleus du week-end, hein, qui va donc chercher ce premier podium de la saison, mais qui aussi s'écroule, on y reviendra un petit peu plus tard. On va parler d'un autre Français qui a réalisé une magnifique semaine autrichienne, hein, c'est Fabien Claude. Un petit mot sur Fabien? Il confirme son podium de l'an dernier, sa très bonne saison. Hein, on sent vraiment qu'il a vraiment franchi un cap cet hiver. Il enchaîne 3 top 5, 2 podiums consécutifs. Sur le sprint. Et on sent que voilà, le tir, il arrive vraiment à le maîtriser maintenant. Parce que on sentait vraiment que ça le pénalisait quand même ce tir. Et là, on voit vraiment qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un biathlète complet, qu'il est un prétendant maintenant à une victoire, à un podium sur chaque course. Et ça fait vraiment plaisir de voir Fabien comme ça, vraiment intégré dans cette équipe et qui fait partie des meilleurs biathlètes du monde à présent. Ouais, et on aura le bonheur de le voir parer du dossard rouge sur la prochaine poursuite. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Son premier dossard rouge en carrière. Pour sa régularité qui est récompensée. On va terminer avec les podiumistes du week-end, bien sûr on parlera des autres Français. On va passer du côté des dames cette fois-ci avec Julia Simon, qui nous a fait une magnifique performance sur la poursuite. Qu'est-ce que vous voulez dire sur sa performance? Est-ce qu'il faut mettre en avant vraiment ses fusées sous les skis, son mental, parce qu'elle loupe son début de course et a fait une fin de course exceptionnelle, hein, elle a fondu sur ce dernier tour, elle était inarrêtable. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Sa vitesse à ski pour moi, clairement. Ouais, pareil. Ce dernier tour dans la poursuite là, c'était incroyable. Ouais, incroyable. J'étais impressionnée d'avoir allé si vite, de manger, d'aller grignoter des places comme ça. Il y aurait eu un tour de plus, elle était inarrêtable, on va dire. Ouais. Elle ressort derrière Rana et au final, elle termine devant elle. Hein. C'est pas. Elle est passée assez facilement devant Rana, même assez rapidement. Ouais. Et facilement, on va dire. Elle distance Anna assez rapidement derrière elle. Non, vraiment impressionnant. Ouais. Impressionnante. Une performance à ski impressionnante de la part de toutes les, comme Romain le disait tout à l'heure, de toutes les Françaises sur la poursuite, c'est clair. Ouais. C'est sûr que c'est... Vas-y. Je vais dire, on les a moins vus malheureusement, mais c'est vrai que les temps à ski sont beaux. C'est sûr qu'avec Julia, là, c'est un peu le jour et la nuit, comparé à... Sans faire jeu de mots avec Concharty, où tout s'est déroulé dans la pénombre. Mais... Ouais, merci. Mais oui, on a vraiment retrouvé une Julia assez transcendante sur les skis. Alors, il y avait déjà eu à Concharty sur la poursuite de bonnes choses quand même, de bonnes impressions sur la dernière course. Mais on sent, pour Julia et même pour toute l'équipe en général, que ce changement de site a été vraiment bénéfique. Et que la saison est enfin lancée pour l'équipe de France. Et Julia a lancé son compteur de podium. Et on sent que dès le week-end prochain, elle pourra rééditer de pareilles performances, mais aussi il faudra que le tir soit un peu mieux aussi pour ses coéquipières, car c'est vrai que c'est encore un peu le talon d'Achille des Françaises. Mais quelle belle transition, Romain, c'est magnifique. Tu parlais de... Julia est montée donc sur le podium individuel, mais elle est aussi montée avec ses copines de l'équipe de France sur ce relais. C'est une des belles performances du week-end, un peu atténuée par ce que tu viens de dire, Romain. Qu'est-ce que vous retenez vraiment? Vous retenez la deuxième place ou c'est, je sais plus, 15 ou 16 pioches? Non, j'exagère pas. 16 pioches. 16 pioches, sur cette course-là. Alors moi, je retiens la deuxième place malgré 16 pioches. Et je trouve que ça reste beau d'arriver à monter sur le podium malgré toutes ces pioches. Ça veut dire qu'elles vont quand même très vite, qu'elles savent se reprendre. Et elles ont fait quand même un bon relais, on va pas être trop difficile. Bien sûr. Ouais. Une deuxième place, c'est beau. Moi, je vais peut-être pas me faire trop des amis dans le clan
des supporters des Françaises, mais je partage assez l'avis qu'avait émis Alexis Boeuf après la course. Bon, y a rien, on n'enlève rien à leur deuxième place, c'est très beau ce qu'elles ont fait, mais elles ont surtout bénéficié de quand même pas mal de faux pas de leurs adversaires sur ce relais pour venir finir deuxième. Et niveau tir, franchement, c'est pas ça. Enfin, elles ont beau. Oui, mais il faut être opportuniste, Émeric, Oui. aussi. Par exemple, les garçons, on en parlait tout à l'heure, hein, mais les garçons, c'est pareil sur le relais. Certains ont pu bénéficier de leur craquante. Hein. Il faut être là quand même. Il faut être opportuniste, mais bon, après, le biathlon, c'est du ski et du tir. Si toute l'année, elles restent comme ça au tir, elles ont beau dire oui, je me suis amélioré, enfin, je pratique un bon tir, je sens que je m'améliore. Si au final, la balle, elle tombe pas où il faut, que la cible, elle est pas blanchie, ça suffira pas, quoi, de faire des bons temps en ski, hein. Surtout que ça se joue à rien, hein, Romain, notamment sur le premier relais d'Anaïs Bescon où on frôle la correctionnelle. Hein. On est passé proche, oui, du coup de bambou sur la tête dès le début pour les Françaises. Mais c'est sûr que généralement, quand tu fais 16 pioches, tu te retrouves pas sur le podium. C'est sûr que là, elles ont parfaitement su saisir leur chance après pour remonter. Elles ont profité des autres fautes de leur adversaire, tant mieux, hein, on prend. C'est ce que aussi disait justement Fred Jean, l'entraîneur de l'équipe masculine, que on prend cette deuxième place, mais il restait quand même très mesuré sur la performance des filles parce qu'il y avait beaucoup trop de pioches. 16 pioches pour lui, voilà, c'était beaucoup trop. Donc il prend cette place, ce nouveau podium, mais pour lui, il y a encore beaucoup de travail à accomplir et on l'a vu encore un peu sur la poursuite, mais voilà, c'est un super podium, on crache pas dessus. Mais avec la manière, ce sera encore mieux, je pense. Et elles l'ont déjà fait ces dernières années. Et voilà, moi je suis pas inquiet, mais j'espère une performance de A à Z qui sont à leur niveau, qu'elles peuvent avoir toutes les quatre ensemble. Ce qui était un peu étonnant sur ce relais féminin, d'un point de vue général, pas juste pour les Français, c'est que je trouve que ça a quand même beaucoup fauté, alors qu'il y avait quand même des conditions... on va pas dire optimales, mais il y avait quand même des conditions assez bonnes. Il n'y avait pas un pet devant. Hein. Même si apparemment, Orphilsen, c'est un pas de tir compliqué. Hein. Ça a été répété tout le week-end. Hein. Ouais. Ça s'est vu, hein, parce que tout le week-end, ça a fauté beaucoup, aussi bien aujourd'hui qu'hier. On faute quand même 2 fois plus que les autres grosses nations, quoi. C'est vrai. Mais on est deuxième quand même. Beaucoup de premières balles loupées, hein. Surtout... Mais c'est cette petite montée là, juste en arrivant du pas de tir, je pense qu'il fait pas mal de mal ou qui fait monter les pulsations. Et peut-être aussi l'effet de... Alors, 1000 mètres, c'est pas haut en altitude, mais quand on vient d'un stade où on avait passé 2 semaines au niveau de la mer, à 1000 mètres, où c'est plus difficile pour les pulsations et à s'acclimater. Il y a peut-être un effet de cela aussi, et peut-être, sans doute, on verra des meilleurs tirs le week-end prochain. Après, les Français se sont entraînés à Bessan quand même, qui est quand même à 1700, donc moi, je pense que c'est pas trop une excuse d'altitude. Hein. Non, je parlais pas que des Françaises, je parlais en général. D'accord. Oui, en général, ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un facteur de stress. Elles se savent attendues et elles se mettent sur... Elles sont dans un cercle vicieux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense. Alors, des filles dans le dur au tir, hein, mais quand même argentées sur ce relais. Par contre, on l'a vu avec les garçons dimanche, c'était l'inverse, plutôt, enfin, sur les autres courses aussi de la semaine, plutôt bon sur le tir individuel. Par contre, en relais, et c'est la deuxième fois que ça arrive, ça a fauté. Hein. Oui, puis bien, joliment, ça a bien planté. Après, moi, je sais pas, c'est juste de l'interprétation par rapport à la course que j'ai vue. Je sais pas du tout. Moi, j'ai même pas la télé française, donc je sais pas ce qu'ils ont dit en après-course. Donc, mon interprétation suivant tout ça, c'est pareil que pour les filles. Pour le coup, c'était vraiment un problème de stress, en tout cas pour Emilien. C'est ce qu'il a dit. Stressé. C'est un blocage mental. Il n'avait pas envie de réitérer la semaine dernière, et à tel point qu'il a fait exactement la même. Même s'il avait changé de place dans le relais. Antonin Guigona avait fait un très beau premier relais. Magnifique, donc il était arrivé quand même en bonne position. Et je l'ai trouvé assez passif, moi, sur sa course.
C'est sur la piste, on va dire. Antonin ? Non, Emilien. Ah, d'accord. Okay. Et du coup, je me suis dit, je sais pas. Encore une fois, c'est que de l'interprétation. Je ne sais pas du tout comment c'était. Enfin, je vais pas parler pour Emilien, mais je l'ai trouvé, oui, un peu passif sur la piste et puis énormément stressé sur le pas de tir. Ouais, il disait que c'était un problème mental, cette nouvelle contre-performance sur le pas de tir, et que en fait personne ne voulait prendre le relais sur la piste. Donc je pense que ça aussi, ça l'a pas mal énervé, ça l'a un peu déstabilisé peut-être, sorti un peu de sa course et ça, moi je l'ai vu sur la piste parce qu'à un moment je me suis dit, Emilien, soit tu les fais passer un peu devant et tu fais pas tout le job à leur place parce qu'en fait ils restaient derrière Emilien, ils étaient 3 derrière Emilien. Soit tu les décroches, mais fais pas le boulot parce qu'il bossait pour les 3 autres qui étaient derrière lui. Et puis et donc je sais pas, je sais après pas. c'est aussi à Emilien de prendre aussi les choses en main. Hein. Oui, bien sûr. Il vient quand même de faire un podium en poursuite. Il reste sur une superbe dernière saison. Il part en deuxième relayeur. C'est pas là où il y a les tout meilleurs. Forcément, c'est un peu le leader de ce tour-là. Hein, donc, c'est à lui d'y aller. Juste une question que je voulais vous poser. Quentin Fillon-Maillet a été interviewé par la chaîne L'Équipe à la fin de ce relais. Il a quand même parlé d'un mal profond. Hein, il n'a pas dit que ça datait de la semaine dernière, ce problème-là. Il a dit que ça faisait plusieurs années, en tout cas plusieurs courses, qu'il y avait un problème sur le relais homme et que s'il avait la solution, il l'aurait déjà donnée, mais que pour l'instant, il ne l'avait pas. Donc, est-ce que, c'est quand même assez, c'est des mots assez lourds quand même qu'il a employé Quentin à la fin de la course. Bah, c'est vrai pas comme la Norvège. Sur les relais, on n'est jamais régulier en fait. On n'arrive pas. Alors peut-être hormis l'an dernier où on a quand même été souvent en premier ou deuxième, mais c'est vrai qu'on n'arrive jamais trop à enchaîner des relais de A à Z, du début de saison en fin de saison et c'est. Vas-y. Non, j'allais dire la différence, c'est que c'est vrai que ça fait longtemps que je regarde du biathlon et la France plantait très souvent des relais avant, mais on n'avait pas 4 relayeurs du niveau des relayeurs qu'on a aujourd'hui avant. On avait un Martin Fourcade et puis on avait un Simon Destieux qui était encore en apprentissage, qui n'était pas au niveau actuel ou de l'année dernière. On avait un Simon Fourcade qui était aussi parfois aléatoire dans ses courses. Et puis un Quentin qui était aussi tout jeune. Et on avait Martin qui n'arrivait pas à sauver les relais parce qu'il était le seul au niveau. Alors que l'année dernière et cette année, on a des relayeurs qui ont quand même élevé le niveau très haut. Et c'est vrai qu'on pourrait, sur le papier, on pourrait quand même attendre à des beaux relais français. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas. Ça fait 3 relais que la France se rate. Hein. Il y a les 2 premiers de cette saison. Il y a l'an dernier, la saison dernière à Novi-Mesto où c'est encore c'est Emilien malheureusement qui aussi se rate. Donc, alors qu'ils sortent de leur titre mondial. Hein. Oui, c'est vrai que après c'est sûr que bon si on se rate toute la saison et qu'on est champion du monde à Pekluka, je prends. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense qu'ils seront quand même pas forcément satisfaits de ça parce que on est quand même ils savent on est la France. Et non, mais dommage. C'est dommage. Et moi, je regardais les cours, je les regarde sur NRK, la chaîne publique norvégienne, et c'est vrai que les 2 présentateurs étaient très étonnés de voir un 2-20 sur 20 qui plantent leur relais comme ça, leur tir au relais, aussi bien Quentin qu'Emilien, le jour d'après. Mais c'est la beauté du biathlon quelque part, c'est le fait qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Oui, et puis du relais, et du relais, hein, il faut que les 4 soient au niveau, ou s'il y en a un qui se loupe un peu, les 3 autres sont encore plus forts. Après, en biathlon, ils ont la chance de pouvoir se rattraper. En athlétisme, si le bâton il tombe, c'est terminé. On l'a vu chez les filles, hein, ça a très très mal commencé. Et puis, la course a fait qu'elles ont pu revenir et tout. Chez les hommes, c'est pas passé. Après, vu le niveau de chacun, on peut légitimement penser que ça va s'améliorer. Hein. On n'est pas inquiet non plus. À voir si Emilien sera intégré dans le prochain relais. On a l'impression qu'il n'a pas forcément envie, en tout cas à chaud. Mais on verra si. Moi, je pense que. Oui. Moi, je pense qu'il vaut mieux le laisser, tu vois, dans le relais pour essayer. Enfin, pour que les coachs, en fait, lui fassent comprendre qu'ils ont confiance en lui et pas justement qu'ils le mettent hors du relais, qu'ils le remplacent par quelqu'un. Et là, peut-être qu'il pourrait encore plus ruminer le fait qu'il est dans une spirale
négative, et je pense que de le laisser dedans, lui accorder la confiance des entraîneurs, c'est une bonne chose quand même. Je pense aussi que ça resterait latent et que le jour où il faudra revenir à un relais, il n'aura pas solutionné le problème. Si c'est un problème de stress ou un problème mental, comme il le dit, je pense que c'est justement en faisant des beaux relais qu'on peut solutionner le problème. Ce prochain relais, ça sera maintenant l'année prochaine, hein, ça sera à Oberhof, hein, pas de relais prévu cette semaine à Oberhof, et on analysera ça, bien évidemment, tous ensemble. On est en parlant de personnes dans le dur, on vient de parler d'Emilien Jacquelin, du moins pour le relais. Autre Français sur lequel on voulait s'arrêter un petit peu, c'est Simon Destieux, hein, sorti du relais. Ça lui était pas arrivé, je crois, depuis très très longtemps, ou alors c'était pour des raisons médicales ou choses comme ça, ou des impasses volontaires. Compliqué, hein, le début de saison de Simon. C'est vrai que on sent sur les skis pas forcément à son aise, et la petite balle qui était en trop à chaque fois, peut-être pour jouer un podium la saison passée, là c'est se transforme en deux. Ouais, ça se transforme en deux avec la forme en moins, la forme qui n'est pas là. Donc c'est vrai que le début de saison de Simon Destieux, alors je sais pas s'il est inquiétant, mais il s'attendait pas. Voilà, je pense qu'il est forcément très déçu de ce début de saison, et il est c'est 22e au général, hein, Simon Destieux. Ouais, bah là, il n'est pas encore certain de participer à la mass start si il se loupe sur le sprint et la poursuite du week-end prochain. Ouais. Donc c'est dommage, parce que en plus on sait, il est passé pas loin des fois d'une victoire, et là on sent que c'est mal parti déjà pour cette saison. Alors le biathlon ça va très vite, hein, mais c'est beaucoup de frustration, hein, quand même pour Simon, je trouve. Surtout avec ses courses d'avant-saison où il avait fait des quand même pas trop mauvais résultats. On s'attendait pas à ce qu'ils soient en déroute comme ça, en fait, en ce début de saison. On ne sent pas dans le tempo, comment il était, les saisons passées. Simon, il a toujours été relativement stable. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvé, en tout cas les dernières saisons, il était très stable. Il était jamais très loin il jouait toujours devant. Il était jamais premier tout devant, mais il était toujours régulièrement dans un top 5, top 6, top 10. Mais c'est vrai que cette saison, il est un peu invisible. On le voit très peu même. C'est un peu comme Antonin l'an dernier, quoi. C'est un peu comme Antonin l'an dernier, exactement. Et bien justement, on va partir sur une note positive. Encore merci Romain pour cette relance. Antonin Guigona, hein, qui lui, par contre, réalise une magnifique semaine. Hein. Ouais, ça fait plaisir de voir ça aussi. Et ça fait très très plaisir, ouais. Non, moi je disais oui que ça faisait plaisir de voir Antonin revenir petit à petit comme ça en haut. Il a fait aussi un beau week-end. Et il m'avait manqué l'année dernière, donc je suis contente de le voir jouer devant cette saison pour le moment. Oui, puis c'est le bon collègue d'équipe, Antonin. On l'entend pas se plaindre, évidemment. Bon, il est triste, hein, de pas faire partie de relais, choses comme ça, mais il fait le boulot de son côté. Et puis bon, on a vu, c'est dommage que sur les skis c'est encore un petit peu juste. Parce qu'avec la poursuite qu'il fait hier, hein, avec un... Oui, il gagne que 5 places, on peut se dire. Ouais, il gagne que 5 places, hein, malgré son 20 sur 20. Mais voilà, hein, il n'a pas quitté le top 15 hein, de la semaine, hein, je crois. Hein, enfin... 14e sur le sprint et 9e sur la poursuite. Voilà. Il y a un très beau relais. Et il gagne sa place sur le relais. Ouais. Donc, ouais, il lance bien l'équipe de France. Voilà, non, ça fait plaisir à voir. Ouais. Encore un petit peu en retrait à ski par rapport à ses collègues, mais ouais, ça fait énormément plaisir de le voir revenir devant. Comme tu disais, Aurélie, c'est le bon gars de l'équipe, ça fait hyper plaisir de le voir revenir jouer dans les avant-postes. Je pense que c'est un bon ambianceur dans l'équipe, et avec ses résultats positifs, je pense que l'ambiance doit être encore meilleure au sein de... Autre moment marquant, hein, pour les Bleus cette semaine passée, hein, en Autriche, c'est la première d'Oscar Lombardo, première sélection pour lui. Alors bien évidemment, hein, ça a été un petit peu compliqué, hein, sur le sprint. Hein, il termine au-delà de la 80e 82e. place. Hein, voilà, avec un 8 sur 10, si je me souviens bien. Et voilà, quelque chose à dire sur Oscar Lombardo. Il y a une petite anecdote marrante, hein, sur son tir debout notamment. Moi, au contraire, je l'ai pas trouvé trop dans la difficulté. Hein. Il a que 20 ans, c'est sa première course en Coupe du Monde. Il se classe 82e. Pour moi, il fait quand même une course
Correct, enfin, ouais, honorable, c'est ça. 67e temps de ski, enfin, c'est à 20 ans. Ouais, puis on le voit sur son tir couché où il fait ses 2 fautes, justement. Il les fait assez rapidement. Il se reprend très vite. Hein. On sent qu'il. Je trouve qu'il fait un très bon tir debout, hein, en plus, je trouve. Ouais, son tir debout est très joli. Hein. Ouais, sachant qu'à côté de lui, en plus, il a un sacré phénomène, hein, je crois, quand il tire. Ouais, il s'installe en même temps que Johannes Beu, le tapis côte à côte. Et au final, celui qui est parti à la faute, c'est le numéro 1 mondial. Donc, bon, évidemment, il n'y a aucune influence de Oscar Lombardo sur le tir de Johannes Beu. Mais c'est vraiment une anecdote, enfin, c'est vraiment sympa, je trouve. De les voir les deux à l'image en même temps. C'est ça, je pense que c'est l'une de ses idoles. Enfin, quand il le voit à la télé, bon, il doit être à côté de lui maintenant sur un pas de tir. Ça doit être un petit rêve, même si je pense qu'il était quand même concentré sur son tir avant tout. Oui. Mais c'est vraiment une belle image. Après, on voit en reprise de course, de voir qu'il était sur le pas de tir. Enfin, moi, je l'apprécie à sa place. Si vous voulez mieux connaître Oscar Lombardo, hein, n'hésitez pas à écouter un de nos podcasts. Hein. Nous avions eu la chance de l'interviewer il y a quelques semaines. Hein. Ce podcast est disponible sur le site biathlonlive.com. Oscar Lombardo, qu'on risque donc de revoir la semaine prochaine. Hein. Il va rester on n'a pas le groupe officiel, hein, mais ça a l'air d'être une tendance. Bah, je pense, parce que de toute façon, la 6e place, on voit pas d'autres biathlètes derrière qui peuvent. Puis il n'y a pas eu de sélection. Il n'y a pas eu de sélection, donc. Même si Simon Fourcade, interviewé sur la chaîne L'Équipe, disait justement à propos d'Oscar Lombardo, hein, qui l'a entraîné chez les juniors, disait que cette 6e place, ça serait peut-être une 6e place tournante cette année pour faire monter les jeunes, hein, justement. Exactement, pour leur faire prendre de l'expérience. Donc, même s'il devait quitter le groupe, ça ne serait pas forcément une sanction. Mais voilà, le but, c'est de faire monter un maximum, de profiter du départ de Martin Fourcade, indéboulonnable, bien évidemment, hein, pour faire prendre de l'expérience aux jeunes. On va peut-être voir un Emilien Claude, un Sébastien Mahon, peut-être le retour de Martin Paya-Bottonnet, ou peut-être un autre aussi qu'on attend Martin Bourgeois peut-être pas. Martin Bourgeois République. Et non, c'est bien de faire tourner les jeunes pour préparer un peu déjà l'avenir. Et non, moi, Oscar m'a laissé une bonne impression avec un 60e temps de ski. Je trouve que une bonne première pour Oscar. Et pourquoi pas une qualification pour la poursuite pour le week-end prochain si il est toujours dans la sélection. Ouais. Puis ça, moi, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, Romain, mais le fait de l'avoir eu avec nous sur le podcast, de le voir courir, j'étais super content quoi pour faire. Ah bah oui, forcément. J'étais plein de bonheur pour lui quoi. C'était un peu notre petit chouchou sur la course là. Hein, sûr, ouais, carrément. J'attendais qu'une chose, moi, c'était de le voir courir. Franchement, j'attendais vraiment ce sprint pour ça, pour voir Oscar et en plus on a vu son tir couché. Il était filmé. Alors que la réalisation avait été pourrie ce jour-là sur les sprints, on n'a pas vu un Français. Elle n'était pas forcément pourrie, elle surtout n'était pas chez les Françaises. Ouais, elle était surtout autrichienne allemande. Voilà. Si vous voulez voir tout le monde tirer, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IBU. Vous avez les lives gratuits. Vous avez juste à vous trouver sur internet un VPN gratuit pour le temps d'une course et vous pouvez avoir accès à différentes caméras et voir tous les biathlètes tirer. Et après, on a vu le tir de Johannes Beu avec Oscar, mais une bonne première pour le franc-comtois. Ok. Bon, on va clôturer notre point bleu, hein, qui je pense est assez complet. On va passer au sujet suivant, hein, notre moment marquant du week-end. On l'a déjà un petit peu évoqué au début. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a vraiment marqué, hein, sur cette semaine à Orpilsen? Les débuts d'Oscar. Les débuts d'Oscar, voilà, on reste dans la même thématique. Non, plus sérieusement, moi, c'est le doublé français sur la poursuite. Le doublé français sur la poursuite, ok. Ouais, Quentin et Emilien, premier et deuxième, qui remettent les points sur les i et qui reviennent dans la course, reviennent un petit peu, surtout Quentin, dans la course au Gros Globe, qui est son objectif principal cette saison. Aurélie, les larmes de Johannes Dallet. Les larmes de Johannes Dallet faisaient plaisir à voir, dit comme ça, mais c'était émouvant. Non, oui, il y a peut-être ça, ou aussi la victoire de Quentin. Je sais pas trop. Ou alors, d'une manière générale, je dirais peut-être les 2 relais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une ambiance. Je reviens à cette histoire de stress. J'ai trouvé que toutes les nations étaient assez stressées sur les 2 relais, avec beaucoup de fautes et beaucoup
fébrilité sur le pas de tir, d'une manière générale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Romain? Moi, c'est la neige qui tombe du ciel. Enfin. Ça y est. De Et la pluie, vraie alors? neige. Et la la pluie, pluie elle tombe fait du quoi? ciel aussi. Elle tombe du ciel? Ouais. Non, moi, moi, c'est le match entre Johannes Beu et Samuelsson sur le dernier tir du relais, qui était un peu foufou. Avec le balayeur, l'officiel qui balayait le tapis de Johannes, qu'il l'a même pas vu venir, et on lui a dit de se pousser rapidement. Mais non, c'était vraiment un tir assez intéressant, et c'était un relais jusqu'au bout qui était passionnant, je trouvais. Et même, je trouve, toutes les courses ont été passionnantes ce week-end. Ouais, je trouve aussi. Sportivement, c'était beau. Indécise et variée en termes aussi d'athlètes de vainqueurs. Et on a un très bon début de saison, je trouve. Je rajouterais juste, on en a déjà parlé, Julia Simon qui a fait une poursuite dans la poursuite, vraiment, qui s'est lancée en 6e position, c'est ça? Et qui après a encore reculé davantage après le premier tir pour se lancer dans une nouvelle poursuite. En fait, elle a inventé un peu le concept et finalement elle termine sur le podium et ce dernier tour complètement fou. Donc voilà pour ce moment marquant du week-end. Il y a eu souvent des matchs dans le match, je trouve. Il y a eu des matchs pour les. Il y a eu souvent les deux premières classes étaient souvent acquises lors des derniers tours, sur toutes ces courses. Mais souvent, il y avait des jolis matchs pour la 3e place. Et moi, j'aime bien les matchs dans le match aussi. Quand la course n'est pas finie, il n'y a pas qu'un gagnant, qu'un vainqueur, mais que la course se poursuit avec encore plus de divertissement. Aymeric, tu voulais rajouter une petite anecdote sur ton moment marquant? Ouais, alors sur une petite touche d'humour, moi le moment marquant, je vous en ai parlé avant d'enregistrer ce podcast, c'est le flocage de Johannes Beu sur le sprint qui partait en sucette. On l'a vu au début de la course, il commençait à plus tenir, puis il a fini la course avec la moitié de son numéro 9 qui tombait sur son dossard. Et ça m'a fait bien rire. Son dossard était lui aussi peut-être fébrile, on ne saura jamais. C'est ça. Je suppose que ça a fait rire que moi. Les joueurs, on aurait pu envoyer une réclamation, je pense, parce que, à mon avis, c'est pas très... c'est pas réglementaire. C'est pas très réglementaire. Mais bon, c'est pas de sa faute non plus. Qui imprime les dossards d'ailleurs? C'est l'IBU? C'est chaque équipe qui imprime ses propres dossards? Non, je pense que c'est l'IBU. Ouais. C'est l'imprimeur du coin, je pense. Avec un bâton de colle, d'accord. Ouais, okay. Il colle les numéros. C'est les enfants. C'est le site même, non? Non, c'est l'IBU, c'est l'organisation qui fait ça, je pense. Ah oui, donc ça veut dire que porter une réclamation contre l'IBU pour déclasser Johannes, ouais, c'est un petit peu compliqué votre histoire quand même là. Ouais, mais bon, c'est jouable. Ok, bon un autre moment marquant du week-end, du moins pour Aymeric. On passe au sujet suivant, donc c'est vous maintenant, chers auditeurs, qui allez nous poser vos questions. Je vous rappelle le principe, tous les dimanches sur Instagram, vous avez possibilité de poser des questions justement à notre équipe auxquelles on va tenter de répondre. Et Romain, tu vas nous faire un petit florilège de ces questions. Alors, je vous ai sélectionné 3 questions et dont une sur les dossards. Ça va faire plaisir à Aymeric. C'est une question de Catherine qui nous demande si c'est possible que Alim Bekava puisse porter le dossard jaune, rouge et bleu en même temps. Est-ce qu'elle peut combiner les 3 couleurs sur une course? Eh bah oui, tout à fait. Elle peut porter un dossard qu'on appellerait dossard combiné cet hiver. Donc pour cela, la spécialité dans laquelle elle est le plus proche de pouvoir réaliser cette performance, ça serait sur le sprint. Elle est seulement à 6 points de Martelsbou. Et donc, pas sur le prochain sprint, elle pourrait pas avoir le dossard combiné, mais si elle remporte le prochain et que Martelsbou finit au-delà de la 2e place, elle pourrait arriver sur le premier sprint de 2021 avec un dossard combiné qui serait jaune, bleu et rouge. Magnifique. Alors j'ai une question en plus pour Aurélie maintenant. Ça va lui faire plaisir, ça te fait plaisir Aurélie. Est-ce que Terry Leikoff est toujours en mesure de gagner le général de la Coupe du Monde? Au classement général, pour te rappeler, elle est 7ème avec 172 points. Elle a 99 points de retard sur Marthe Holzbourg-Rosseland, sa coéquipière. Alors, je ne sais pas si on est encore capable. Je pense que si pour qu'elle gagne le général, il va falloir qu'elle cravache dur les prochaines semaines, enfin les prochains mois.
Après, on sait pas de quoi le biathlon est fait, je sais pas. Mais je mettrais plutôt une pièce sur Marthe Olsbu maintenant que sur Tyrrell. Même si j'avais mis sur Tyrrell avant le début de saison. Mais elle a fait un bon, à part son relais aujourd'hui, elle a fait les dernières courses étaient quand même mieux que le premier week-end en Finlande. Elle était remontée quand même, elle était remontée à son niveau. Hier, c'est vrai que hier, elle a fait une poursuite avec beaucoup de fautes. Mais apparemment, elle a dit qu'elle avait un problème sa carabine aurait été déréglée entre le moment où elle a fait les réglages et le moment de la course. Et elle a essayé de rattraper ça en course, mais c'est compliqué. Ok. Mais je sais pas. Donc je ne sais pas. J'espère j'aimerais voir un match pour Tyrrell au général. En tout cas, à 100 points, elle est toujours dans le coup, hein, et on se rappelle qu'il y a 4 jokers enlevés en début sur la saison. Sur 4 jokers, là, on a déjà grillé bien 2 sûrs et 2 autres quasiment, quoi. Voilà. Et j'ai une question pour vous tous. Alors, c'est une question de Nomi. Quel biathlète vous impressionne le plus depuis le début de saison ? Moi, je dirais Alim Bekava. Hein. C'est parce qu'il y a une surprise et une surprise, ça dure une semaine ou 2 courses et qu'en fait, là, depuis le début de la saison, c'est impressionnant, quoi. C'est une confirmation, ouais, ça devient une confirmation. Pareil. La même. Pareil aussi, Émeric ? Je vais pas être original, ça va être pareil aussi. Hein. Parce qu'honnêtement, enfin voilà, ça serait mentir de dire que quelqu'un l'avait senti arriver. Hein. Enfin, de notre équipe, en tout cas, c'est vraiment la grande surprise, quoi. C'est clair. Et toi, Romain, du coup, ta surprise de... Ouais, chez les dames aussi, mais chez les hommes, moi, je mettrais, je dirais, ce tour-là, Holm Lagrid. C'est vrai, faut pas l'oublier. Je mettrais aussi ce tour-là qui fait que... ça fait je sais plus combien de courses du coup maintenant, mais ça doit être à sa peut-être 10e course en Coupe du Monde seulement. Oui, il avait débuté après les mondiaux d'Antols, à Novi-Mesto. Ouais. Coupe du Monde. Donc il fait quand même un beau début de parcours. Il lui a peut-être fallu digérer un peu la surprise de sa victoire, son dossard jaune sur la course d'après, c'était un petit peu plus compliqué, mais là, cette semaine, il était là. Hein, donc, il est dans le coup sur les skis, derrière la carabine. Il est combien ? Il est 5e au général. Donc, il tire assez juste. Après, voilà, on n'a pas encore vu non plus très très longtemps en Coupe du Monde, donc c'est dur à dire, mais il est assez bon tireur, rapide et propre. Et puis il lui manque peut-être un petit peu sous le pied sur la piste, mais ça va venir, je pense. Oui, à 23 ans, il a le temps de voir venir, oui. Donc voilà, Damien, pour les questions des auditeurs. Ok, merci Romain. Et n'oubliez pas, dès dimanche prochain, vous pourrez à nouveau poser vos questions et toute l'équipe tâchera d'y répondre comme aujourd'hui. Dernier sujet, enfin plutôt une annonce, l'annonce du prochain week-end. On reste en Autriche, Romain, mais avec un programme un petit peu différent et surtout, ça y est, la course que tout le monde attend, c'est la première de la saison, la Mastart. Que tout le monde attend, sauf Marine. C'est vrai. Sérieux, ce Marine, c'est pas son format de course préféré, comme elle nous disait la semaine dernière. C'est la poursuite. Exactement. Et oui, donc 4e étape de l'hiver et dernier week-end de compétition donc, de l'année de cette année 2020 qui se termine enfin avec des sprints qui vont démarrer donc ce week-end avec dès jeudi le sprint homme à 14h15 suivi du sprint dame le vendredi à la même heure. Le samedi, nous aurons droit à des poursuites hommes et dames à 13h et 15h. Et enfin, nous terminerons en beauté cette année avec des Mastart, les courses des rois et des reines, avec à midi les hommes et à 14h25 les dames. Le triptyque SPN, sprint, poursuite, Mastart, c'est ce qu'on adore tous. Parfait. Voilà, on est déjà impatients d'y être à cette fin de semaine pour suivre tout ça. Bien évidemment, vous pourrez suivre ça avec nous. On sera au plus près des résultats à partir de jeudi. C'est ça, Romain ? Jeudi, sprint homme. À partir de jeudi, vous aurez tout, comme d'habitude, les start lists, les résultats, les réactions sur notre site biathlonlive.com. Notre podcast débrief s'achève ici. Merci Romain, merci Aurélie, merci Émeric pour votre participation. Merci Damien. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On se retrouve donc très très rapidement pour un nouveau numéro.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce podcast, à l'écouter, bien évidemment, avant tout. Laissez vos commentaires, vos impressions. On est là pour vous écouter et à suivre l'actualité du biathlon sur notre site biathlonlive.com et aussi sur nos différents supports, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut. À bientôt.